Je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé et ce que j'ai subi et vécu. Et encore plus, moi, j'en ai fabriqué une arme. J'ai tout transformé, quoi. De A à Z, j'ai transformé tout ce qui m'est arrivé de mal en puissance. Le bagage d'enfance que je me suis fabriqué fait que y a une distance par rapport à la peur, donc elle existe. Et pour moi, encore une fois, je me répète, le plus grand danger, c'est l'humain. J'ai pas peur de la mort. J'ai peur de mourir. C'est pas tout à fait pareil. Donc moi, une fin certaine, ça m'angoisse. Par contre, aller me foutre sur une route avec des narcos, où je sais qu'il y a la mort qui rôde partout, ça me fait pas peur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Pause, c'est Lourilag, et je vous invite vivement à écouter cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a traversé seul la banquise arctique par moins 60 degrés Celsius, dormi au milieu des ours polaires, traversé l'Atlantique à la voile pendant des semaines, survécu dans la jungle amazonienne, au Sahara, sur les glaciers islandais, dans le Grand Canyon, a pris une piqûre de scorpion. Mon invité d'aujourd'hui est un explorateur de l'extrême et passe sa vie dans des endroits où l'être humain n'est normalement pas censé survivre. Mais ce qui est fascinant chez lui, ce n'est pas seulement l'exploration, c'est de comprendre pourquoi il a besoin d'aller aussi loin. Parce que derrière l'aventurier, il y a une histoire de violence, de survie, de prison, de pardon et d'obsession pour la liberté. Alors pourquoi certaines personnes ressentent-elles le besoin de partir toujours plus loin, toujours plus seules, toujours plus près de la mort pour se sentir vivantes ? Le temps d'une pause, il nous répond et remonte le fil de son parcours hors norme. Bonjour, Lourilag. Merci pour cette présentation, elle n'avait jamais été aussi bien faite. Merci de m'accueillir. Les gens qui me regardent le savent, j'ai la chance de pouvoir uniquement inviter les gens que j'apprécie, que j'aime, que je dis, tiens, raconte-nous. Et tu vas nous raconter ton histoire qui est quand même phénoménale. Et tu sais, c'est parfois, on parle souvent de ChatGPT. Moi, je vais sur ChatGPT, je tape, fais-moi un truc totalement fou qui ne pourrait pas arriver. Et je suis pas sûr qu'ils arrivent à la moitié de ton histoire. Ce qui est quand même assez incroyable. Et tu dis parfois, c'est qui est marrant dans ton angoisse, parce que moi, je vois des gens comme toi, je me dis, mais par quoi un louri peut être angoissé ? Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est que l'angoisse, c'est parfois le quotidien. En fait, c'est la platitude du quotidien. C'est ça qui, toi, t'angoisse le plus ? L'angoisse, alors évidemment il y a une part de quotidien, forcément, parce qu'il y a les enfants qui sont là-dedans. Les enfants, c'est très complexe. J'ai moi-même été un enfant très complexe, donc du coup j'essaye d'avoir beaucoup de patience pour les miennes, mais il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, et c'est vrai que à partir du moment où il y a une perte de contrôle, il y a une angoisse potentielle, et c'est vrai que j'ai des enfants qui sont mais j'en ai une qui a plein de difficultés, qui rencontre plein de problèmes émotionnels, qui a besoin de beaucoup de présence, beaucoup de discussions, beaucoup d'attention, et c'est vrai que c'est pas là où je suis le plus compétent, on va pas se mentir, et ce qui fait que ça me crée des angoisses, un petit peu le quotidien. Et c'est aussi une partie de ma vie que je comprends moins, parce qu'il y a une forme de fast life chronophage où on doit aller à la gym, on doit aller au piano, on doit aller à l'école, on doit faire la machine, on doit vider la machine, on doit préparer le repas. Et en fait, c'est... Mais tu penses, toi, et on y reviendra, parce que toi, ton premier moment qui était extrême, c'était aussi ta jeunesse à toi, oui, qui était quand même extrêmement dur, difficile. Tu penses qu'il y a quand même un élément différent quelques années après ? Est-ce que tu penses que tes filles qui sont, on parle de Pita et d'Eli, qui sont toutes jeunes, tu penses qu'il y a plus de temps pour s'ennuyer il y a 30 ans de ça pour toi ? Ou tu penses que toi aussi, tu étais quand même dans un modèle, tu allais de A à B, de B à C, et c'était quand même un point... Alors déjà, il y avait moins de discussions à l'époque. Moi, j'ai été éduqué dans une dimension où le dialogue, c'était pas tout à fait ça. Ce qui fait que on a toujours suivi les règles à la lettre, ou alors on avait vraiment la volonté de les dépasser et d'aller chercher autre chose, la contradiction, l'excès, l'illégalité, la barrière qu'il fallait pas franchir. Aujourd'hui, en fait, il y a vraiment
beaucoup de réflexion, beaucoup d'ouverture. Et puis si on est trop strict avec les enfants, c'est pas très bien. Et puis si on est dur, eh bien en fait on est à la limite du parent qui est pas bon. Et donc en fait il y a une ouverture d'esprit qui est très intéressante, mais parfois il y a quand même un peu une branlette intellectuelle qui donne un flou de réflexion qui à mon époque n'avait pas lieu. À un moment donné, fais ci, fais ça, c'était comme ça, c'était carré. C'est vrai qu'on perdait moins de temps sur l'acceptation, sur l'accueil des émotions des autres. Et moi, oui. Et puis après, il y avait une autre dimension aussi, c'est qu'il y avait quand même beaucoup moins les écrans, la technologie. On vivait dehors, on devait se démerder avec un morceau de bois dans un jardin. On était les plus heureux du monde. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. On est dans une dimension très tu tombes, faut te relever, attention. On a tendance à quand même surprotéger, tu veux dire? Ouais, surprotéger à fond les jeunes générations. Et pour moi, aujourd'hui, c'est carrément un souci parce que je trouve que même la nouvelle génération, la génération de mes enfants à moi, là, on est carrément dans une génération d'incapables. À ce point-là, toi. Plus personne ne sait rien faire. C'est-à-dire que préparer la cuisine, moi mes gamines, elles ont 9 et 11 ans, je les laisse à la maison, elles savent faire une machine, préparer à bouffer, aller à la douche, elles savent décrocher au téléphone s'il y a besoin de passer un coup de téléphone pour une urgence. Bah, je le vois à chaque fois que je vais quelque part, ces gens sont ahuris, quoi. Mais en même temps, c'est peut-être juste qu'on a changé d'époque et que les automatismes qu'on avait sur l'éducation d'avant, elle paraît un petit peu archaïque et de fait... Toi, avec ton regard aujourd'hui, en parlant d'actualité, quand aujourd'hui on dit il faut absolument interdire les écrans, en particulier les réseaux sociaux, pour tous les jeunes de moins de 15 ou 16 ans, toi tu votes pour ça, tu dis évidemment, ou tu dis... Alors, il y a quand même une partie, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour l'éducation à travers les écrans pour quelque chose de ludique. Par exemple, tu vas apprendre l'anglais, ça me dérange pas que tu regardes des dessins animés de temps en temps en anglais pour que, en fait, il y a une approche sur la langue, qui est de l'intelligence en fait dans l'éducation à travers les écrans. Par exemple, une forme d'autonomie. Ma grande fille, ça y est, elle commence à aller au collège, donc la sécurité, est-ce qu'elle peut rentrer toute seule après le collège donc il y a une forme d'autonomie qui rentre là-dedans. Je peux comprendre. Je suis pas pour le smartphone, je suis pas pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, mes filles ne savent absolument pas ce que c'est les réseaux sociaux et elles s'en portent très bien. Elles sont jeunes. Heureusement tu... Bien sûr, oui. Mais je pense que ça fait la différence. Toi, une évolution, c'est étonnant que tu dises ça également. J'ai l'impression que tu peux dire, tiens, le passé, avant, c'était mieux. Donc là, on revient, toi, ton enfance, tu nais et tu grandis à Pessac, oui. Donc tu es un gars du sud-ouest, le nord du sud-ouest, mais on a déjà parlé ensemble, mais le sud-ouest quand même. Et aujourd'hui, tu habites dans le 64, tu habites à Arkang, cette merveilleuse ville d'Arkang, donc pas loin de Biarritz. D'ailleurs, pour toi, chaque fois, je m'amuse un peu ici, toi, on a le meilleur gâteau basque, voilà, qui est Barbier Milox de Saint-Jean-Pied-de-Port, il est là, Artisara. Donc c'était pour toi que j'ai amené pour toi, quand tu grandis, c'est ça, et on est tous la conséquence de la manière dont nos parents nous ont éduqués, et de nos traumas. Toi, tu en as parlé de ces traumas, une enfance, comme tu dis, c'est pas vrai que ça m'intéresse comment tu le dis, parce que tu dis dur. Et là, il y a des chiffres qui sont marquants, que tu connais évidemment. Aujourd'hui, il y a un quart des enfants à 18 ans qui disent qu'ils ont été maltraités physiquement. C'est quand même un enfant sur 4, c'est considérable. Ouais. Toi, tu as été, avec ta famille, tu as été cet enfant-là, maltraité, ça a été dur. Et tu dis, avec un peu de recul, ça qui m'intéresse aussi, c'est que tu dis, comment toi tu te souviens, si là on discute tous les deux, on dit ton enfance c'était comment, parce qu'on le verra, tu t'es barré avant d'avoir 18 ans, enfin c'est quand même, t'as été, comment tu t'en souviens de cette enfance? Tu t'en souviens comme avec le sourire, tu t'en souviens des moments qui étaient positifs alors ça c'est très intéressant parce que moi je fais ce qu'on appelle de la mémoire sélective. Donc j'ai des trous de mémoire considérables où je n'ai rien. C'est-à-dire qu'aux réunions de famille, j'ai mon frère qui va me dire « Tu te rappelles de ce moment et tout ?» Pas du tout. Je l'ai pas celui-là. Moi, je me rappelle tout ce qui m'a permis de survivre pour en arriver jusque-là. Et du coup, j'ai fait que de la mémoire sélective de toutes les choses que j'oublie volontairement parce qu'elles me portaient en rien, elles m'aidaient en rien. Et j'étais avec d'autres problématiques à l'époque face à mon développement psychologique et à la survie dans laquelle je me trouvais. Ce qui fait que moi, déjà, tout ce qui est en dessous de 6 ans, en dessous de 8 ans, là, il n'y a personne. Et je commence à me rappeler certaines choses à partir du moment où on commence à rentrer dans l'adolescence. Mais c'est vrai que avant, c'est très compliqué. Donc, cette mémoire sélective, elle m'a permis de me fabriquer, de me construire et tout, et de considérablement
prendre le meilleur. D'obérer tout ce qui avait pu être difficile. Oui, complètement. Et moi, je me suis... T'as pas fait de thérapie? Tu t'es jamais... Ah si. Ben, ma mère, en fait, ma mère est psychiatre. Donc, si tu veux, moi, je suis l'aîné de la famille. Donc, je le dis souvent. Bon, maintenant, j'en parle moins. Mais t'es le cobaye, c'est ça que tu dis? Voilà, j'ai été maltraité par mon père physiquement, maltraité par ma mère psychologiquement. Et à l'arrivée... Ça donne Laurie. C'est ça. Ça donne une fabrication hybride entre les deux univers, entre la psychologie et les muscles. Comment parce que tu m'as expliqué physiquement, on peut imaginer évidemment ce que c'était de toi d'avoir une main forte qui pouvait tomber un peu trop souvent, et c'est encore une fois, et on le dit ici, et toi c'est ça. Alors moi, c'était quand même un tout petit peu... C'était un cran au-dessus. Ouais. Alors déjà, il y a deux choses qu'il faut remettre dans la situation. À l'époque, prendre des trempes, ça choquait personne. Une bonne baffe dans sa gueule, comme nos parents disaient, il n'y a jamais eu de problème à ça. C'était dans les mœurs, on pouvait recadrer son enfant avec un petit peu de robustesse. Ouais. Aujourd'hui, la claque dans la gueule, déjà... Alors là, tu l'as fait, c'est flic, maltraitant sur les enfants. Donc en gros, il y a quand même deux écoles de j'ai été maltraité. Il y a j'ai été maltraité, j'ai été un peu secoué et tout, et j'en fais des caisses, et j'en ai pris plein la gueule, mais j'ai quand même, je le dis que j'ai été maltraité. Moi, je fais partie de la seconde école, c'est-à-dire que quand même, c'est un tout petit peu plus mouvementé que 2-3 baffes dans la gueule. Donc, à partir de là, ben oui, on se fabrique avec ça. Aujourd'hui, on est dans une dimension et dans une éducation qui est complètement différente. Donc, moi, je suis passé à travers tout ça. Ça m'a servi de leçon énormément pour mes propres enfants. C'est génial. Mais attention, je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé et ce que j'ai subi et vécu. Et encore plus, moi, j'en ai fabriqué une arme. Ouais. Donc, en fait, tout ce qui a pu... Tu survis, quoi. Ah ouais. T'es un survivant. Et puis moi, j'ai tout transformé, quoi. De A à Z, j'ai transformé tout ce qui m'est arrivé de mal en puissance. Donc, c'est très drôle parce que ça devient presque... Je vais prendre un exemple concret. Il y a une semaine, j'étais en immersion avec la Légion étrangère au Cefeu. C'est le centre d'entraînement en forêt équatoriale, au fin fond de la jungle, en Amazonie. Et en fait, c'est très drôle parce que leur boulot, c'est de te casser. C'est ça leur boulot. Ils vont chercher le point de rupture. Et plus ils m'en mettaient plein la gueule, et moi j'étais là, mais en fait vous n'avez pas compris. Plus vous me nourrissez, plus je serai impossible à détruire. Plus vous allez me donner des armes, il y a qu'un moyen sur lequel vous pouvez m'avoir, c'est physiquement. Psychologiquement, je suis intouchable. Je suis indétrônable. Et ça, en fait, ça a été très drôle parce que je pouvais le raconter à la caméra parce que j'étais en train de tourner une émission. Donc, j'étais en train de dire, ah, mais là, vous verrez, là, lui, il a l'impression qu'il a l'ascendant sur moi, mais il m'en touche pas une. Et donc, c'est ce qui s'est passé toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai pris cette façon d'être agressé, d'être violenté, d'être trahi, d'être puni, et je l'ai transformé en carapace. Mais toi, pour une personne comme toi qui s'en sort positivement, encore une fois, il faut bien exprimer le fait que on n'y a aucune apologie. Tu aurais préféré que ton papa te berce le soir, vienne te gratter le dos, et ainsi de suite. La question, c'est que tu en as fait quelque chose tout à fait que peu de gens peuvent faire aujourd'hui. Et on redit ici, utiliser sa force juste parce qu'on est un peu plus costaud est inacceptable. Bien sûr. Toi, tu as réussi à trouver une manière de... Bien sûr, je ne fais pas du tout l'apologie de la force. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, moi, je n'emploie pas la force aujourd'hui. Ça a eu un effet très, très, très intéressant sur moi. C'est juste que je trouve qu'il y a aussi... deux manières de se le raconter et deux manières. Et mon frère, il dit, on a pris un accident, on a pris un poteau à 200 km/h et je l'entends raconter toujours la même histoire. Ouais, putain, je suis endetté, la caisse, elle est chibrée et tout. Alors que moi, pour le même événement, je vais dire, on est miraculé, on s'en est sorti. Donc en fait, à chaque fois, il y a une volonté, un chemin à prendre. Mon frère a pris une direction différente. Mon frère, il est plus écorché vif. C'est plus compliqué pour lui. Il est vraiment pile poil entre l'éducation paternelle et l'éducation de la mère, pile poil entre les deux. Alors que moi, j'ai été 100% éduqué par mon père et j'ai évolué avec la psychologie de ma mère. Et inversement, le dernier, 100% éduqué par ma mère avec un tout petit peu d'aperçu de violence du padré. Vous êtes donc, la trilogie est folle. Et justement, tu parlais de ta maman en parlant de violence psychologique. Ça aussi, tu disais le cobaye. C'était quoi parce qu'on peut imaginer ce qui est de prendre un pain quand tu le mérites pas, et c'était quoi une violence psychologique quand t'as 13 ans, 15 ans? Une violence psychologique, c'est la démystification des rêves. C'est mon fils, voilà, tu as 15 ans,
aujourd'hui, je vais t'expliquer, on va tous mourir. Donc, ce que tu es en train de faire là, d'aller avec tes amis, boire des bières et tout, ça sert à rien. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est construire une vie avec des intentions et être heureux. Quelle est ta quête du bonheur? Moi, je me suis dit, ah ouais, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, moi, j'allais à des thèses lacaniennes et des thèses freudiennes plutôt que d'aller boire des canons avec mes potes. Donc, en fait, c'est sûr que là, à un moment donné, il y a eu tout un cheminement aussi avec ma mère sur l'emprise qu'elle avait sur moi psychologiquement, parce que, attention, hein, c'est quelqu'un. Et tu l'admirais, Puis elle a une prestance, elle a un aura, c'est quelqu'un, elle rentre dans une salle, elle est capable de faire taire des maîtres de conférences, bac plus 12, des trucs de fou, et elle a une puissance psychologique qui est très importante, ce qui fait que, sans s'en rendre compte, elle avait une espèce de force pour emprisonner les gens dans sa nasse, et une fois qu'elle les tenait... difficile de s'en sortir. Voilà, et donc moi j'ai dû me rebeller pour sortir de cette situation. Et attention, encore une fois, je tiens à le préciser, aujourd'hui je m'entends très bien avec ma maman, c'est juste que dans la vie il faut savoir cheminer, prendre sur soi, comprendre, pardonner. Tu en auras parlé facilement avec ta maman? Ouais, nous on parle de tout dans notre famille, c'est très brutal, on se dit vraiment nos vérités très souvent en se regardant dans les yeux, en se faisant du mal, mais on se dit les choses. Donc, ce qui est aussi impressionnant dans ce qui s'est passé, c'est le pardon, qui est pour toi une qualité, puisque malgré tout ce que tu as pu vivre avec ton papa à un moment, t'as tendu la main, en fait, tout simplement. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui opère. Moi, j'ai toujours été animé par une chose qui est terrassante et qui d'ailleurs a fait fuir un bon nombre de mes amis, c'est que je suis régi par le temps. Ma vie, c'est du temps. Et du temps qui coûte pas spécialement beaucoup d'argent, mais qui compte à mes yeux. Qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Donc quand je me lève tous les jours, je donne pas mon temps à n'importe qui, je donne pas mon temps à n'importe quoi. Je suis flatté. Non mais c'est très important ce que je dis, c'est pour ça que la notion du temps pour moi, et attention, c'est devenu tellement important la notion du temps, que j'en suis arrivé à un moment où j'étais omnibulé par faire des choses extraordinaires. Et la notion du temps, elle a régi considérablement ma vie sur les 40 premières années. Et j'ai 40 ans aujourd'hui. Et il n'y a que depuis 1 an ou 2 ans que j'ai commencé à revoir ma notion du temps, sur profiter des choses un petit peu plus douces, lentes, simples. Mais jusqu'auparavant, je me suis toujours dit, il n'y a qu'une seule manière de profiter de la vie, puisque ça va s'arrêter, c'est d'en faire un maximum. Et en faire un maximum, ça passe aussi par... j'ai qu'un père. Quelles que soient les choses que j'ai subies, quels que soient les désaccords que j'ai eus, quelle que soit la compréhension, l'incompréhension, en fait, je me dois, dans ma notion du temps, de faire quelque chose pour moi, de prime abord, et ensuite pour l'autre. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est pas perdre plus de temps. Et le pardon fait partie de quelque chose d'assez exceptionnel, puisque on a l'opportunité de contrôler le temps qu'on va pouvoir allouer à une personne ou non. Et ne plus parler à une personne parce qu'on est en désaccord avec elle, c'est contrôler le temps et se dire qu'on l'éloigne à un point que peut-être un jour on pourra regretter. Et j'ai décidé très tôt, très jeune, très vite, de pardonner mon père pour justement réduire cette notion du temps. Donc ton papa qui est parti, malheureusement pour toi, mais tu avais justement eu cette discussion, ce trajet avec lui de pardon. Ce qui est intéressant, et tu parlais de tes 2 filles, merci. Comment justement tout ça, et on l'a bien compris, hein, t'es cabossé d'enfance, d'adolescence, fortement, comme tu le dis. À quel moment, toi justement, tu utilises ça au mieux possible? Comment toi tu t'arrives à gérer des choses que justement t'as pas eu quand t'étais petit? Comment tu le gères toi avec tes 2 filles? En fait, je trouve que le schéma d'éducation, il est quand même assez extraordinaire. Parce que, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, il y a 2 schémas possibles. Attention, je suis le psychologue. Un, c'est de la reproduction, pure et dure. Donc, on rentre dans un schéma qu'on a déjà vécu, donc qui paraît légitime en termes de reproduction. 2, on est dans la contradiction et on veut absolument pas reproduire ce schéma. Moi, je me suis dit, je vais essayer de faire un poil différent. Je vais essayer de prendre ce qui est bon. Je vais essayer de pas éloigner ce qui est mauvais, parce qu'il y a quand même parfois des choses bonnes dans une éducation qui peut être péjorative, agressive et pas constructive. Et je vais essayer de le mixer. Et donc je me suis dit, pas de prime abord, non, je suis pas d'accord pour le téléphone, mais je vais pas devenir un con. Ces mecs de la génération comme mon père qui voulaient pas évoluer dans leur temps. Je vais
accepter que ma fille ait un téléphone à 11 ans. Ce qui était pour moi inconcevable avant. Je me suis toujours dit, à 15 ans, 16 ans, 17 Minimum. ans. Ouais, voilà. C'est le time cap. Et puis arrive la maturité de l'enfant, et donc je pense que dans ces schémas de reproduction, j'ai essayé de me nourrir de ce qu'il y avait de meilleur chez mes parents. On a des pauses amicales, tu le sais ici, des gens qui veulent te laisser un message, te poser une question, des gens qui tu n'es pas prévenu, qui vont te raconter, poser une question, ils ont envie d'entendre ta réponse. On commence par des gens que j'adore, 2 filles d'un des explorateurs les plus exceptionnels que nous connaissons ici, que tu adores, parce que certaines personnes peuvent dire que tu es un peu le fils spirituel. On parle de Mike Horn, on entend la question des filles de Mike, Annika et Jessica Horn. Génial. Hello Laurie, ici les sœurs Horn. Comme notre paps, tu es à la fois aventurier hors du commun et tu es aussi papa de 2 filles. Qu'est-ce que tu espères leur transmettre à travers tes aventures ? Des bisous, à bientôt, à très vite, ciao. Ça, c'est super mignon. C'est trop mignon, elles sont exceptionnelles. Elles sont géniales, ouais. Et le papa aussi, hein. Ouais, mais c'est drôle parce qu'on a plein de similitudes au niveau des parcours de vie. Bon, bah, évidemment, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, moi, dans mes aventures. Mais c'est vrai qu'il est père de 2 filles, tout comme moi. On a fait face à un décès de quelqu'un qui comptait énormément pour nous. On a rencontré... Tout quitté. Ouais, on a tout quitté, on s'est refabriqué en repartant de zéro. Et on évolue dans tous les univers, pas comme tout le monde. Donc c'est assez particulier. Et je suis sûr que tes 2 filles deviendront aussi exceptionnelles qu'Annika et Jessica, mais je le souhaite parce que ce sont 2 filles incroyables, effectivement. Voilà. Alors pour répondre à leur question, moi ce que je pense que j'arriverai, et en tout cas le fantasme que j'ai de leur inculquer des choses, c'est surtout de les sensibiliser à un monde dans sa globalité. La liberté. Qu'est-ce que ça signifie d'être libre ? La liberté, c'est une liberté psychologique, c'est une liberté aussi de pouvoir voyager, d'avoir assez d'argent pour pouvoir aller à certains endroits, de pouvoir se payer des choses. Et finalement, quand on va dans d'autres ethnies, dans d'autres pays, on se rend compte que la liberté, elle n'est pas donnée à tout le monde, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas inné, en fait. Nous, on a une chance, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Ensuite, il y a la notion de priorité dans la vie de tous les jours. Mais faire couler l'eau du robinet pendant 3 heures, parce qu'en fait, on part discuter avec sa sœur avec l'eau du robinet, pour moi, c'est intolérable. Donc, à travers des voyages, à travers des expéditions, à travers des immersions, eh bien, elle découvre un petit peu la difficulté par l'action. Moi, je suis un de ces parents qui a tendance à, quand mes enfants tombent, je ne les relève pas, parce que c'est justement ne pas les aider pour ce qui va arriver et pour la suite de la vie, que de toujours les relever et qu'elles puissent compter sur moi. Évidemment, je suis un père très aimant, et je le dis tout le temps, j'ai 2 jobs dans la vie. 1, je suis aventurier. 2, je suis père. Et c'est certainement l'aventure la plus folle de toute ma vie d'être parent. Néanmoins, comment tu vas faire comprendre à ta gamine qu'on ne peut pas rester 3 heures sous la douche ? Je les ai prises. Je les ai emmenées au Maroc. On est partis. Et là, il y a un moment qui nous a marqué. Il y avait une petite fille qui faisait la manche et qui voulait quelques centimes d'euros pour pouvoir aller se payer une bouteille. Mais je te jure qu'après ça, je suis rentré chez moi. L'eau, elle coulait plus. Et je trouve que c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est de comprendre qu'il y a une forme d'inégalité, mais que on a énormément de chance, qu'elles sont en bonne santé, qu'il faut s'en remettre déjà aux essentiels de la vie avant de commencer à vouloir avoir des appétences, des demandes ou même des petites crises d'envie qui n'ont aucun sens. Et j'essaie toujours de les centraliser sur on est en bonne santé. Voilà, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? Et là, on est parti traverser le plus grand désert de sel en Bolivie, 3700 mètres. La petite, 7 ans, elle a tiré le chariot jusqu'à épuisement pour comprendre ce que c'était marcher, pour comprendre ce que c'est transporter son matériel. La grande, elle a transporté sa sœur. Elles ont eu des œdèmes, elles ont été cramées avec la réverbération. Ah, toi, t'es comme ça. Alors là, Ouais, mais je trouve qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de comprendre où sont les limites, des limites qui sont contrôlées, mais de se dire, ok, là mes filles m'ont mieux compris, pourquoi je partais, la beauté des paysages. Et moi je suis un homme d'action et je préfère 100 fois essayer de montrer à mes enfants par la fabrication et par les gestes
plutôt que de répéter 300 fois et de gueuler à la maison que ça n'a aucun sens. Donc là, on parle de tes filles. On va évidemment parler de tous ces exploits que tu fais, les réalisations que tu as créées, les documentaires, le livre qu'on a ici, Horizon Extrême, qui est ton livre, avec t'es merveilleusement soigné sur cette première photo. Avec la préface de Mike Horn, justement. Avec la préface de Mike. Mais il y a des moments pour arriver là aussi, c'est ça qui m'intéresse aussi avec ton parcours, c'est que c'est pas un parcours linéaire. Ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de Mike, il était ici il y a quelques temps de ça sur Pause, où je vraiment écouté son histoire qui est comme la tienne, folle. Et de nouveau, tu demandes des choses folles par ChatGPT, ils n'arrivent pas non plus à l'idée de ce que peut faire Mike, ce qui est assez incroyable. Et là, justement, pour qu'on continue à comprendre, que les gens nous écoutent, à quel point ton histoire est folle, là, on revient à ta jeunesse, tu as 17 ans, et là, tu te barres. Ouais. Tu te barres, une raison spécifique, c'est que t'étais pas loin d'un Monchet, ton daron, ton père, donc c'est la rupture. C'est la rupture. Donc là, tu dis soit ça va vraiment mal se terminer, soit tu te barres. C'est ça, en fait, c'est le geste de trop. Mon père a des violences sur mon frère, et j'étais toujours ok en fait d'en prendre plus plein la gueule, mais il y a un moment donné où c'est vrai, je me dis non, là par contre je suis pas d'accord avec ça, c'était tellement violent, moi ça m'a jamais choqué sur moi, mais de le voir sur mon frère ça m'a choqué, et du coup là il y a une révolte, ma mère qui s'interpose, qui était dans le déni, donc c'est un peu c'est ça, on brise le schéma familial, il y a plus rien qui va et tout, et donc à partir de ce moment-là j'ai 17 ans et je quitte le foyer familial et je n'y reviens jamais. Et donc, qu'est-ce qui se passe à 17 ans ? Pour survivre, encore une fois, il faut manger, pour manger, il faut voler, il faut se battre, il faut... Oui, donc, les diplômes ne sont pas là. Moi, j'ai un CAP maçonnerie à peine, j'ai quitté l'école à 14 ans et demi, j'ai pas le brevet des collèges, je suis ce qu'on appelle un cancre, donc voilà. Je suis rejeté et renvoyé de tous les collèges de France, il n'y a rien qui va. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand je pars, l'ascension dans la déchéance, dans la délinquance continue, et puis arrive ce qui arrive, forcément, quand on est... T'es récupéré par les mauvaises personnes. Voilà. Et puis je finis en détention, je fête mes 20 ans en prison. Là, c'est pas un choc. Quand les parents viennent te voir à ce moment-là, quand on les appelle en disant votre fils, il est tombé dans une délinquance réelle, ça se passe quoi ? Ta maman, ton papa, ils te disent quelque chose, ils viennent te voir, ils te disent... Alors en détention déjà, ça a été très dur. Alors pour la petite histoire quand même, c'est quand même assez rocambolesque aussi cette histoire. On peut faire une toute petite aparté sur la détention, mais c'est quand même une histoire assez simple. C'est que à l'époque il y avait Nicolas Sarkozy qui était donc ministre de l'Intérieur. Son fils s'était fait voler les scooters. Il avait déployé des moyens drastiques. Ça avait fait la une des journaux. C'était un tapage pas possible. Moi, je me suis fait emmerder par un mec et c'était une question d'égo mal placé. Et en gros, j'ai organisé donc une attaque à main armée avec séquestration. Ce qui fait que... chez quelqu'un qui avait un certain pouvoir. Et le père de cette personne, qui était à l'époque président du tribunal de grande instance de Bordeaux, avait un pouvoir assez important. Sauf que moi je fais toutes ces conneries, évidemment j'en suis pas fier, encore une fois, néanmoins pour moi tout est réglé, je suis parti avec ce que j'avais et je suis déjà loin. En gros ce que tu dis c'est qu'on t'avait pas chopé à ce moment-là. On m'a pas chopé. T'avais fait quelque chose d'inacceptable à nouveau, encore une fois, séquestration, là on est vraiment dans du banditisme. Tout à fait. Et il se passe à ce moment-là que ceux qui ont fait le coup avec toi... me balancent. Exactement. Et moi, je suis en cavale pendant 7 mois. Et en gros, pour mettre fin à cette aventure qui est désagréable pour mes parents, puisque c'est des perquisitions à répétition, parce que c'est une pression, des écoutes téléphoniques, et parce qu'en fait, ils ont des moyens illimités. Il y avait la police scientifique sur les lieux du crime, le soir même. Donc ça prend des proportions tellement énormes. Sauf que c'est caché. Donc on se rend compte qu'il y a un pouvoir énorme. Mais comme il y a eu cette histoire avant qui a fait un tapage médiatique énorme, du coup, c'est pas mis en avant. Et donc la cavale dure 7 mois et à un moment donné, je me rends. Je suis avec mon père à rue Sainte-Catherine, dans la rue Sainte-Catherine, et je sors d'une grande marque où j'ai acheté des chaussettes et un jogging pour aller en détention. Et là, un flic de quartier me reconnaît et c'est terminé.
Et donc, je vais en détention. Et la détention, c'est un milieu qui est très particulier. On pourrait en faire des caisses et des podcasts pendant des heures et tout, mais c'est un milieu qui est très particulier, qui est disparate. C'est des classes sociales différentes. C'est-à-dire qu'un mec qui n'a pas payé 36 PV, il est capable d'être avec un mec qui a fait un Brinks parce qu'ils sont au même endroit, à ce qu'on appelle en mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils sont en attente de jugement. Et en fait, il y a rien qui va, en fait, en détention. Et on se rend compte qu'il y a des différents calibres et que il n'y a rien qui va. Et puis tu peux rentrer, t'as pas fait grand-chose, tu ressors. Moi, j'ai une anecdote folle de la détention qui m'a traumatisé. Un père de famille aimant et respectueux qui rentre donc pour plus de 36 PV impayés, des dettes pas possibles, se fait agresser dans les douches de la détention. Et là, un mec s'approche pour l'agresser sexuellement et le gars se défend. Le pauvre mec qui est l'agresseur glisse, s'enfonce le pommeau derrière la tête, mort. Le mec qui n'a pas payé 36 PV, homicide involontaire, perpète. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est mal fait quand même? Et donc en fait, ça a été les premiers signes de ce système qui pour moi était fissuré déjà, donc, que je comprenais déjà pas. Et ça a été une des premières grosses cartes dans ma vie où je me suis dit, le système est mal fait. Le second, ça a été l'entrepreneuriat. Je me suis dit, c'est pareil, ça ne marchera pas. Mais ça a été plein de signaux et la détention a été un moment en fait où je me suis dit ok, c'était bien, mais quand on ne nous a pas enlevé la liberté, je vous jure, personne ne peut savoir ce que c'est. Moi, il y a des blagues sur les taulards et tout, mais on décroche les fils électriques pour faire bouillir l'eau, on colle des bouts de journaux sur les fenêtres parce qu'il n'y a pas de fenêtre avec du dentifrice. Enfin, j'étais dans une cellule où en fait c'est déplorable la condition de vie. On est 8, ça s'appelle le chauffoir au-dessus des machines. Bref, il n'y a rien qui va. Et donc, je me suis dit, la liberté, c'est une chose qui est très précieuse. Plus jamais je vais la reperdre. Là, tu la comprends, là. Voilà. Là, tu comprends, dans ces moments-là, dans ces années-là, et dans la continuité, d'ailleurs, en parlant en effet, tu le précises, tu as des personnes qui rentrent dans ces systèmes de détention et qui en sortent certainement dans des conditions plus compliquées. Et puis, on sait aujourd'hui que tu as un tiers des personnes qui recommencent après. Donc, il y a plein de choses, évidemment, que tu pourrais évoquer, que toi qui l'as fait. Et je pense que y a un autre grand sujet sur lequel on pourrait passer des heures, comme tu le dis. Toi, tu te sors de là. Et là, je te retrouve. Là aussi, on continue dans les choses assez folles. Et tu joues vraiment à un jeu où tu grattes. Ouais. Enfin, non, c'est pas comme ça. Mais comment ça se passe? Parce que là, je te retrouve à 25 ans. Ouais. Donc là, il faut savoir. Entre-temps, il y a 5 piges de bracelets électroniques, d'interdiction des territoires. Ou même la région, de la. Donc, terrible. Et tu es toujours entre Bordeaux et Montpellier. Mais ça, c'est pareil, on peut pas imaginer ce que c'est. C'est une prison à l'extérieur de la prison. Tu peux pas faire ce que tu veux, en fait, c'est ça qu'on dit. Ah non, mais c'est simple. Donc, 1 an de bracelet électronique, il faut rentrer avant telle heure, machin et tout, il faut un boulot, sinon on retourne en détention. Ensuite, les interdictions. Et je crois que maintenant, il y a prescription. J'ai 40 ans, c'était il y a plus de 20 ans. J'ai l'intime conviction qu'en fait, la vraie pénitence et le pouvoir que cette personne avait, ça s'est passé sur les 5 ans d'interdiction de quitter le territoire. C'est ça. On me faisait aller signer 2 fois par jour au commissariat, suivi de psychologue. Je devais aller au SPIP. C'était un organisme où il fallait toujours donner ce que tu faisais et tout. En fait, c'était pas une vie, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Ouais. Le bracelet électronique, les journées de sortie juste pour aller travailler. En fait, je préférais la détention. Je le dis sans problème. Et donc, c'est là où il y a eu un pouvoir de contrôler la vie, et en fait j'ai plus souffert dans les 5 ans d'interdiction de quitter le territoire que dans la détention dans les 8 mois que tu avais eu. Voilà, exactement. Donc et c'est là que tu te dis en fait tu peux payer très fort le prix de quelque chose qui est pas non plus on n'a pas tué quelqu'un, j'insiste, c'est extrêmement mal, c'est violent, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens séquestrer des gens, c'est quand même pas non plus j'entends. On est dans le grand banditisme, on n'est pas dans la. Tout à fait, mais il y a des gens qui tuent d'autres gens, qui mutilent d'autres gens, qui violent des femmes et des enfants. Pour moi, il y a quand même des strates. Même si, encore une fois, j'essaye pas de me faire passer pour un ange, il n'y a pas de souci. Néanmoins, il y a prescription. Et ce que je vais expliquer, c'est que ces 5 ans d'interdiction de quitter le territoire, c'est pas genre, il s'est passé 5 ans. C'était vraiment 5 ans de l'enfer. C'était l'enfer parce que toi qui déjà détestais l'école avant et plein de choses, tu t'es barré de 17 ans parce que tu voulais avoir ta liberté. Ouais. Là, on te l'a reprise, ta liberté. On me reprend ma liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, je te retrouve à 25 ans. Ouais, c'est ça. Central Park, New York City. Comment tu te retrouves là? Alors, raconte-moi.
parce que t'as gagné un peu d'argent, mais t'as mis un tout petit peu de côté. Ouais. Comment tu te retrouves à New York? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi New York? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que à l'époque, pour toute montre achetée, alors je vais citer la marque, on s'en fout, mais c'est Louis Pion, eh bien, il y avait l'opportunité de participer à un concours international où il y avait des destinations qui allaient être gagnées. Moi, je me dis, allez, trop bien, on achète une montre avec ma mère, et je gratte le jeu, et il y avait 3 destinations, il y avait les États-Unis, je me rappelle plus exactement, mais où est-ce que vous voulez aller, machin, moi je coche forcément la plus lointaine, quoi. Je veux vraiment aller à l'autre bout du monde, quoi. Moi, j'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion, C'est la fin de ces 5 ans où tu avais une interdiction de territoire. Terrible, quoi. Donc voilà. Et il s'avère que je suis sélectionné. Au début, je crois que c'est vraiment une bullshit, une connerie. Puis je reçois mes tickets, tout va bien, quoi. Et puis à un moment donné, je suis à l'aéroport avec mon sac, et puis je m'apprête à partir, et puis j'ai mon visa, et puis tout. Et puis à un moment donné, je suis à New York, en fait. Donc j'arrive à New York, j'arrive à JFK, et là je me dis, ok. C'est la jungle. Des taxis, mais moi j'y connais rien. Il faut imaginer 2 secondes que je n'ai jamais pris l'avion, que j'ai jamais quitté le territoire quasiment français, si ce n'est pour aller en Espagne ou quelque part par là avec mes parents. Ton anglais n'existe pas. Je suis inexistant en anglais, je n'ai quasiment pas un sou en poche et je débarque dans le pays le plus c'est le fou, New York en plus, c'est fou. Donc là commence un long périple. Mais commençons déjà quand tu arrives là-bas, parce que tu arrives là-bas, c'est quoi la première chose que tu fais? Parce que tu as en gros pas beaucoup d'argent, hein, en gros payer la moitié d'une semaine, surtout tu te rends compte, tu sais pas combien ça coûte, tu te rends compte très rapidement que ça va t'en pour 2 jours. Totale. Ouais, voilà. J'ai 500 balles en poche. Et donc, je me dis, taxi, $48, nuit d'hôtel, $135. Et je me dis, ah oui, je vais rentrer chez moi demain. Mais, et donc, du coup, c'est comme ça que je commence à m'écarter de la grande ville. Et c'est comme ça que je commence à marcher. C'est comme ça que je commence à faire un chemin de pèlerinage, en fait. Ils te prennent rapidement, les gens, quand tu fais du... C'est ça, hein. Le hitchhiking, c'est un mythe aux États-Unis. Ça marchait pas pour toi, en tout cas. Moi, ça n'a jamais marché. Et donc, de fait, je me retrouve avec du temps et mon sac à dos de 21-22 kilos. Et je me balade. 21 kilos. Hyper lourd. Et je sais pas pourquoi, à cette époque-là, ma croix, c'est de faire mon voyage pieds nus. Et alors, je traverse les États-Unis entièrement pieds nus. Pieds nus. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est une forme de rébellion, je pense, comme... Tu savais quand tu les as enlevés? Un pied de nez sur... je suis libre, les gars. Vous avez plus d'emprise sur moi et je vais être hors code, hors société. Je vais pas mettre de pompe. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Tu te fais arrêter souvent par les policiers? Ouais, je me fais arrêter souvent par les policiers, mais bon, à la rigueur, ça n'a jamais été trop le problème. Ouais. Non, ça a commencé à se corser en plein milieu du voyage. Il m'est arrivé 1 milliard de péripéties, hein, forcément, quand on commence à voyager comme ça. D'abord, c'était Miami, quand il a fallu traverser Miami, donc... descendre sur Miami, déjà. Ouais. Non, mais là, ça me prend des semaines, je prends des petits autobus, je découvre les compagnies, enfin, j'essaie de faire plein de techniques différentes pour traverser le pays. Ça fonctionne. Et puis après ça commence à devenir un peu vraiment baroudeur, et puis après ça devient vraiment aventure, puis après je rencontre des gens qui me payent un ticket d'avion, et puis après je finis dans un ranch au Texas, puis après je me fais piquer par un scorpion dans le Grand Canyon, puis en fait c'est comme ça jusqu'à la fin, et la fin de mon voyage j'ai terminé en Colombie. À quel moment, toi, c'est toi qui as inventé Pékin Express avant Pékin Express. Ouais, c'est ça. On aurait dû te filmer à ce moment-là. C'est clair. C'est la bonne heure. Et à quel moment tu t'es dit, je vais me débrouiller, j'ai pas d'autre choix. À quel moment? Et à quel moment c'était facile? Et est-ce que là aussi, tu as été à la limite du légal souvent, tout le temps? Tu pouvais pas faire autrement? Disons que... Il y a prescription encore. Ouais, il y a prescription. Mais bon, ça c'est des trucs... mais oui, j'ai fait plein de conneries aux États-Unis. Alors, genre... la drogue. Je me suis retrouvé quand même dans une situation tellement folle. J'avais un pote qui était DJ. Mon meilleur ami s'appelle Harold. Et son cousin, c'était un DJ à Los Angeles. Donc moi, je finis à Los Angeles. Et puis, je me dis, putain, mais comment on va réussir à faire de l'oseille dans tout ce truc et tout? Lui, il est DJ. Ok, il peut me faire rentrer dans les soirées, ok. Et j'ai fini chez un portoricain qui m'a coupé un bout de coque à la machette dans un énorme caillou.
Et j'ai commencé à en vendre à droite à gauche en soirée. Et je me suis jamais rendu compte, moi, de la dangerosité du truc. Et un Parce jour... que tu consommais pas. Ah, alors, je consommais un petit peu, mais à l'époque, c'était surtout une dimension de vente. Et un jour, on se fait arrêter et mon pote DJ est au volant de sa caisse et on a 3-4 grammes sous la banquette et tout. Et on s'apprête à aller dans sa soirée et tout. Et là, on se fait arrêter par la police. Et là, je le vois, il devient livide, quoi. Il me regarde et il me dit « Non, mais tu te rends pas compte, là, Loury, là, on va aller en prison, mais tu te rends vraiment pas compte et tout. » Moi, je comprends qu'il est paniqué. Moi, je suis très détente, je sais pas pourquoi, parce que je me crois encore en France et tout. Voilà, donc, pas de souci. Mais je le vois vraiment très paniqué. Et je me dis « Putain, ça a l'air quand même sérieux, cette affaire. » Bon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Là, on se fait arrêter. J'ouvre la portière, je descends. Hey, I'm French! Et là, je commence à vouloir prendre des photos et tout, machin et tout. Hop, et je les emboucane et tout. On remonte dans la voiture et bim, on se part. Et là, le mec et mon pote, il est t'es fou, t'es complètement fou, Loury. On aurait pu terminer en prison, tu te rends pas compte, à se faire violer et tout. Il me sort des abominations. Et donc, ça marque un petit peu aussi la folie dans laquelle j'étais à cette époque-là. T'avais peur de pas grand-chose? Non, de rien. Non, et puis il m'est arrivé, mais vraiment, ça c'était, on s'est fait tirer dessus au Mexique, tentative de kidnapping au Costa Rica. Enfin, il m'est arrivé que des trucs de fou, quoi. Donc, mais tout me paraissait normal en fait. Comme ma vie a toujours été dans l'extrême, tout me paraissait très normal. Ça peut être la vie à l'extérieur de ton. Ouais, en fait, finalement, pour moi, c'était quoi. ma première approche du monde. Je me suis dit, bah, ok, le monde c'est comme ça, ok. C'est chaud d'arc. Ouais, c'est ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là. Qu'est-ce qui fait que tu reviens? Alors là, on va continuer pour les gens qui nous écoutent, qui vont paraître intéressants. Là, je retrouve Loury, revenant en France et recommençant ses études. Ça, c'est beau, ça aussi. Dans une école de cinéma. Ouais. Mon père m'avait fait signer à Acting International avant de partir. Il m'avait payé des études en mode moi je suis d'accord que tu partes mais que si tu reviens. Et j'avais dit ok. Et donc je me retrouve à Paris en école de cinéma. Il n'y a rien qui va en fait. Je suis sans mes chaussures. Je débarque. En fait j'ai l'impression que Paris c'est juste une ville après une autre ville dans toutes les villes que j'ai enchaînées. T'as remis tes chaussures quand même. T'as remis tes chaussures là. Non, je débarque à Paris sans pompe. Tu déconnes. Je te promets. Je te promets au début, je te jure, il y a une personne là qui travaillait à l'époque, elle travaillait chez Publicis, une amie à moi. Elle m'avait vu débarquer à Paris, mais elle m'a dit t'es qui mec? Elle m'a dit t'es qui? Mais on dirait un clochard. J'aimerais bien avoir des photos. Et en fait, je débarque à Paris comme ça. Moi je viens de voyager pendant 9 mois en fait. Il n'y a rien qui me choque d'être pieds nus quoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc là c'était encore toujours ma rébellion contre la société. Mais à un moment donné, il faut bouffer. Mon père me paye pas d'appartement, me paye pas de bouffe, rien. Tu dois travailler en parallèle des études. Sauf que là, c'est pareil. Très rapidement, je trouve un petit boulot. Je fais le ménage sur les salons automobiles entre la France et la Belgique. Je prends un peu de grade, de responsabilité. Il me file un scooter. Il me file un garage pour garer le scooter. Puis très rapidement, je finis à dormir dans le garage après avoir squatté à droite à gauche chez les peu de personnes que je connaissais quand je suis arrivé à Paris. Puis en fait, c'est pas viable du tout, je tombe malade et hygiène de vie déplorable et donc du coup je rentre à Pessac. Ouais, à Bordeaux, à Talence exactement. À Talence. Et à partir de de ce moment-là, je reprends là où je m'étais arrêté à 14 ans. Mais là, là, tu parles de maçonnerie, mais avant de revoir ce que tu vas faire, et tu parlais de l'entrepreneuriat rapidement tout à l'heure, t'as aimé faire ces études? Tu trouvais ça intéressant ou... Moi, je fais plein de courts-métrages. C'est très drôle qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui, j'y reviens dans le cinéma. Et je m'étais toujours dit, j'aime tellement ça que quand j'arriverai à 40-50 ans, je me verrais bien refaire un peu l'acteur. Ouais. Et là, tu vois, j'ai 40 balais et je suis dans un film de cinéma avec Jérémy. Donc c'est très drôle. C'est la boucle et commence à se boucler, quoi. Enfin, je sais pas si la boucle est bouclée, mais en tout cas, on commence à toucher aux choses qui nous faisaient rêver quand on était gamin. Donc là, on parle de Jérémy Régnier, on parle d'un film, on va en parler justement quand on va arriver sur tout ce que tu as fait après. Là, on parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment, depuis des années. Là, tu te retrouves à tenter toi aussi cette chance-là. Tu rentres à Talence et t'es dedans. Bah ouais, je m'associe. D'abord, au début,
je me dis je vais monter une petite boîte sans prétention aucune, donc je monte une boîte et puis du coup je commence à travailler dans la maçonnerie, je rencontre des gens, je commence à faire des associations d'entrepreneurs. Donc il y en a un qui est couvreur, l'autre qui fait le second œuvre et moi je fais le gros œuvre, et donc on commence à s'associer, on bosse sur des chantiers. Puis je comprends qu'il y a quand même il y a un peu d'oseille à faire et tout si on est vaillant. Je commence à embaucher et tout. Puis à un moment donné je tombe dans une spécialité, je découvre des maisons à très faible demande énergétique. Je décide d'en faire mon main business en gardant quand même toute la rénovation et tout. Et là, je me lance et puis on me donne l'exclusivité sur tout le Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je sais pas pourquoi, ça prend. C'était une période super en vogue. Les maisons se montent hyper rapidement et tout. Et ça cartonne. Et c'est là que je commence à bouger en fait dans les Landes, à faire les allers-retours. Et puis, j'habitais Bordeaux à l'époque et j'avais ma société, une de mes sociétés à Mérignac. Et je commence à faire beaucoup d'allers-retours dans les Landes parce qu'il y a beaucoup plus de demandes, au Cap Ferré évidemment, mais sur la côte à cette époque-là qui n'est pas encore prise d'assaut comme ça l'est aujourd'hui. Et donc là c'est des gros chantiers, c'est un demi-million, 700 000 euros, donc on commence à parler de gros chiffres et tout, mais c'est pas parce qu'on parle de gros chiffres qu'on parle de bénéfices. Donc moi il faut que je décortique tout ça, on en parlait en off, mais pour moi si j'avais été doué dans le business, dans l'illégal, c'était un petit peu pareil que dans le légal, sauf qu'à un moment donné j'ai découvert qu'il y avait des charges abominables, les charges entrepreneuriales, voilà, donc que ce soit l'URSSAF ou autre chose. Et là je me dis putain, mais comment on fait pour survivre dans ce pays, quoi? Et puis les gens ont commencé à pas très bien payer, et puis j'étais pas heureux de toute manière. Ouais. Moi, pas heureux du tout. T'étais pas heureux? Ah, pas du tout. En fait, ce qui m'a beaucoup plu, je vais te dire un truc, ce qui m'a plu, c'est d'embaucher mon père à 2500 balles en mi-temps. Et de le regarder dans les yeux et lui dire, voilà, tu vois, le gamin sur lequel on n'aurait pas posé un péco à 14 ans, il est là, il est chef d'entreprise. C'est lui qui va t'embaucher. C'est moi qui te paye tous les mois. Et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait du bien de faire des millions de chiffres d'affaires et tout, et de faire prospérer une entreprise et tout. Mais je n'ai pas trouvé ça si compliqué que ça. Et ça m'a pas spécialement fait rêver, quoi. Parce qu'après, t'as des véhicules, t'as du matériel, t'as plein de choses et tout. Mais bon, au final, j'avais l'impression d'avoir bâti une autre prison. Ah, exactement. Et j'étais dans une prison, sauf que j'avais l'impression que j'étais à mon compte, mais finalement pas du tout, quoi. J'aime bien ton compte entrepreneur, on le sait, pour les entrepreneurs, tu l'as remarqué, c'est que... Ouais, mais à cette époque-là, il y avait un fantasme. Oui, c'est le fantasme de tout le monde, d'ailleurs, tous les entrepreneurs. Il y a une certaine manière, c'est une liberté, mais rapidement, tu te rends compte que tu as des clients, tu as des collègues, des collaborateurs, des collaboratrices, et donc ça, toi, tu dis, c'est une autre prison, comme tu le vois, mais c'est vrai que c'est une charge mentale qui est considérable. Là, il y a aussi un moment où ça se passe moins bien, puisque là, tu l'as dit, t'es pas payé. Enfin, il y a des gens et c'est un vrai souci qu'on a aujourd'hui, en particulier pour nos PME. Il y a parfois des gens qui paient pas, et donc toi, ça t'arrive, et quand ça t'arrive, c'est toi qui passes à la caisse, en fait. Ouais, et puis même, c'est pas une question que de passer à la caisse, c'est que de toute manière, en fait, je pars en voyage à un moment donné où j'avais l'impression d'être limite en burn-out, j'ai eu des enfants, voilà, en bas âge, j'embauche la mère de mes enfants, j'embauche mon frère, j'embauche mon père. Je suis un petit peu dans mon coming out d'homme dans le système. Je deviens une bonne personne aux yeux de tous. Voilà. Ça te dérangeait, ça ? Moi, j'adore être hors cadre. Hors cadre, mais une bonne personne, c'est quand même pas mal aussi. Non, une bonne personne, c'est bien, mais pour moi, en fait, c'est une appréciation. C'est-à-dire que mes parents ou mon père ou les gens qui m'entouraient ont toujours vu une mauvaise personne. Et en fait, c'est comme si je m'étais acheté des étiquettes. Ouais. Il a quand même monté une entreprise. Parce qu'il a de l'argent. Il fait plus. Parce qu'il a de l'argent. Ouais. Parce qu'il a de l'argent. Mais pas que, genre il a un statut. Ah oui, mais vous avez vu, Loury, il a acheté un nouveau véhicule. Ah super, il a embauché 5 personnes, machin, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et en fait, le statut social m'a redoré le blason. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, en fait, donc tu payes 2-3 gonzes, tu montes une structure qui fait 2-3 millions, tu te verses un peu de salaire et tout, et du coup, d'un coup, t'es plus respectable. J'ai trouvé ça, mais pathétique. J'ai trouvé ça, mais pathétique. Et donc, du coup, j'ai juste pris tous les gens qui m'avaient un peu chié sur la gueule, je leur ai montré à un par un, voilà, j'en suis là, machin, truc, j'embauche mon père, je fais ci, je fais ça, machin. T'es vraiment allé les voir comme ça? Ouais. T'es vraiment allé ding, porter à la porte en disant... C'est moi, ouais. Tu t'en souviens, moi, il y a 4 ans, 3 ans? Ah ouais, complètement. Et lequel à qui ça te fait plus plaisir de faire ça? Ah, mon père. C'est ton père? Ah, mon père, il a toujours pensé que j'étais un bon à rien, quoi. Quand je rentre en pré-apprentissage, que j'ai même pas mon brevet des collèges, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce gamin, quoi. J'étais violent, j'étais agressif. Il s'est jamais remis en cause en disant juste c'était la conséquence aussi de son éducation? C'était pas la même époque. Donc il se posait pas la question que tu Moins. Mais c'était pas. Il l'a fait avec une forme d'intelligence parce que il est pas mort con. Il a évolué, mais
c'est pas le mec qui est allé rentrer dans sa psychologie, désolé. C'est arrivé après beaucoup d'années, après que les 3 enfants se soient manifestés d'une certaine manière, que son ex-femme, tout ça est arrivé avec un volume global et c'est là qu'il... Ils se sont séparés avec ta maman. Oui, mais très tôt quand j'ai quitté le foyer familial. Direct. Quasiment, après. Très tôt, c'est quand même 17 ans de souffrance. Oui, voilà, mais ils sont restés quasiment 20 ans ensemble, 18 ans, et ça s'est arrêté là. Et donc là, tu vas voir un par un tous ceux qui sont dit... Pas tous ceux, mais en tout cas, j'ai rigolé, quoi. J'ai rigolé, les profs de collège. T'en as été les voir, un prof de collège j'ai rigolé avec... Non, j'ai pris une vraie revanche à ce moment-là, et je me suis dit... Il y a certains que t'as senti qui disent, il y en a qui t'ont dit, tu sais quoi, je me suis trompé. Ou ils sont tous dit... Non, l'inverse. Il y a plein de mecs qui m'ont dit... tu vas te planter demain Non, en fait... T'as toujours cru en toi? Ouais. Moi, je croyais en toi, mais je te l'ai jamais dit. J'étais là, ouais. Tu penses qu'il y en a certains qui se peuvent être vrais? Je pense qu'il y en a vraiment plein qui ont cru en moi très très fort et que j'ai pas réussi à avoir. Moi, je me suis focalisé sur les mecs parce qu'en gros, je me suis construit... encore une fois, sur ma mémoire sélective. Et ma mémoire sélective, c'était pas de regarder les personnes qui croyaient en moi, c'était de créer une rage et une violence des personnes qui croyaient pas en moi et que j'allais utiliser contre eux. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et quelle est cette personne qui t'a, mettons tes parents de côté, qui a été celui qui t'a créé justement le plus grande rage parce que tu dis lui vraiment? T'en as un comme ça? Alors, une personne des plus grandes rages, mais... tu dis, tiens, lui, c'est quand même... Non, j'ai jamais détesté des gens à ce point-là, mais il y a eu plein de gens dans mon entourage, oui, forcément, que j'ai pas aimé, mais ça faisait partie de ma notion du temps aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je commence à trop prendre de temps pour m'accabler, pour accabler quelqu'un d'autre, machin et tout, en fait, je perds du temps. Peut-être aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a 15-20 ans, tu te créais par rapport à ça. Là, tu fais t'es pas loin du burn-out, ce que tu dis, et là... Je te retrouve en Asie, là, c'est l'Asie. Et là, tu pars avec ton papa, d'ailleurs. J'invite mon père après. T'invites ton papa. Ouais. Donc, tu vas là-bas, tu l'invites. Ouais. Et donc là... Là, c'est fou. Ouais, raconte-moi, pourquoi c'est fou? Alors, c'est fou, parce qu'ils perdent mes valises. Donc, en fait, je me retrouve très rapidement en survie, encore une fois. Pieds nus, en fait, ça tombe bien. C'est quand même tout fou, quoi. Partout où je vais, il faut que je sois en survie. Ça s'arrête jamais, quoi. La survie me poursuit, quoi. Et en fait, pendant ce voyage, je me balade en Asie, je fais plein de trucs fous, je rencontre plein de gens. Et il y a un moment donné, je me dis, c'est peut-être la première pierre à l'édifice du pardon, c'est je vais inviter mon père. Et mon père accepte et débarque clope au bec sur une moto en Thaïlande. Et c'est le début de quelque chose d'extraordinaire, puisque mon père avait plus pris d'avion depuis 20 ans pour se déplacer. Donc, il vient à l'autre bout du monde, on se retrouve tous les deux. Et puis, c'est comme 2 vieux gars qui n'ont pas besoin de parler du passé, qui vont juste partager un moment de vie qui est coupé dans le temps. Et en fait, on s'est acheté 2 bécanes et on a baroudé, on a fini au Laos, on s'est régalé, on est parti un peu partout en Asie et tout. Et on a passé un super moment ça a été une des premières pierres à cet édifice de la reconstruction d'une vraie relation. Et ça m'a beaucoup aidé, moi. Et je pense que parfois, dans la vie, il y a quelque chose d'assez important. Et moi, je le dis très souvent à mes enfants, c'est que parfois, la vie, c'est très injuste. Parce qu'on attend de l'autre qu'il fasse quelque chose et on serait en droit de l'attendre. Même, ça paraîtrait logique que ce soit l'autre qui le fasse. Parce qu'il a fauté, parce qu'il a été désagréable, parce qu'il a été méchant, il faudrait qu'il se pardonne. Mais parfois, l'autre est incapable de ça. Et c'est à nous, si on a la force, si on a la puissance, c'est à nous de faire un premier pas vers l'autre. Et moi, j'ai pris ça au pied de la lettre dans mes réflexions à cette époque-là. Et j'ai proposé ce voyage à mon père en me disant qu'il aurait été incapable de m'en proposer un comme ça. Et je lui ai coupé l'herbe sous le pied encore une fois. Et il s'est dit, putain. Et il est venu. Et il est venu. Et donc, c'est ça qui a changé une partie de ma vie. Et puis aussi le fait que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a inscrit à une émission de survie à cette époque-là. Et que, en fait, je me rende compte que vraiment, bon à ça. Je suis bon. Je suis doué à la fois pour la survie, mais à la fois pour faire le show. T'as les deux ensemble. Ouais. Et donc... là, tu reviens. Et je me dis... Tu fermes tout. C'est terminé. C'est terminé, je repars de zéro. Quand est-ce que tu décides ça? Là-bas, dans l'avion pour revenir? Non, avant. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas. Ah ouais, c'est là-bas. C'est fini. C'est là-bas, je le sais. Et quand je rentre en France, je suis inscrit à cette fameuse émission. Quand je finis l'émission, je me dis c'est terminé, c'est fini, j'arrête. Donc t'arrêtes
t'arrêtes la construction. J'arrête la construction. Ouais. Je garde fini. des SCI si on parle business, je garde quelques SCI dans l'achat-rénovation de biens immobiliers. Mais l'immense majorité de ton temps, tu dis, ouais, ça sera ça. Et là, ce qui est fou, c'est que j'ai 2 enfants en bas âge. Je passe de 3 millions de chiffre d'affaires à rien et je rebâtis tout de zéro. Et donc, cette reconstruction... Ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, et mes parents, alors là, anéantis. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais non, pour une fois que tu avais fait quelque chose de bien, tu vas tout casser, tu as des enfants. Est-ce que tu penses à l'éducation s'il manque de quelque chose et tout? Et je leur ai toujours dit, c'est fou, vous m'avez pas fait confiance toute ma vie, je vous ai prouvé le contraire, et là, vous me refaites le coup, faites-moi confiance. Et après, c'était très dur. Hein. Il n'y avait rien à bouffer. Je suis reparti de zéro. Il n'y avait pas de modèle économique viable. Il y avait très peu d'exemples. Il y avait Mike, il y avait Bear Grylls. Personne ne savait comment il gagnait un copec. Et donc, on était à une époque aussi qui n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. La création sur les réseaux sociaux, c'était encore un peu obsolète. C'était le début. C'était tout le début. C'était le début. Donc, en fait, on se rend pas compte. Mais il y a 10 ans, sortir une GoPro, c'était déjà extraordinaire. Justement, explique-nous un peu pour les gens, et c'est ça qui est intéressant, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Donc là, on va avancer les 3 premières années qui sont extrêmement dures. Tu commences à gagner gentiment ton argent après les premières années. Ça commence assez simple. On passe par toutes les étapes. On passe par, OK, qu'est-ce que c'est l'exploration à cette époque-là? L'exploration, c'est un projet. Quel est ce projet? Ce projet, c'est traverser ce glacier. OK. Combien on a besoin. Donc en fait, on structure très rapidement, ce sont les codes d'une entreprise. Donc les codes d'une entreprise, c'est j'ai un projet, je dois le financer, quel est son taux de rentabilité? Finances, alors explique-nous un peu plus. Là, ce projet-là, par exemple, quand tu traverses ce glacier en Islande ou au Canada, c'est qui ton financeur principal? Alors, au tout départ, quand on commence dans l'aventure, on paye beaucoup de choses soi-même. Ensuite, on fait des appels de projets, des espèces de projets participatifs. En ligne, donc on dit, en ligne, on dit j'ai besoin de 20 000. La plupart du temps, c'est la famille, les amis qui te donnent pour un peu financer tes trucs. Ensuite, tu commences à t'intéresser à quelle marque pourrait potentiellement m'envoyer un petit peu de matériel. Ça me fera toujours ça en moins acheter. Donc tu commences à écrire à plein de marques. Là, tu commences à comprendre quelle est l'économie d'une marque. À cette époque-là, en fait, une marque, elle avait tout à gagner parce que elle pouvait faire de la promotion à travers le voyage de quelqu'un sans payer une production. Sauf qu'il fallait que le mec fasse quand même des images. Donc en fait, on commence à comprendre la notion de contrepartie. On me donne des choses, je dois rendre quelque chose. Et donc là, je commence à me dire, OK, ça fonctionne comme ça. L'étape suivante, c'est une fois qu'on a eu un petit peu de goodies, qu'on a commencé à avoir quelques cartons de sponsoring sur du matériel. Ensuite, on se dit, l'étape d'après, c'est et qu'on a fait financer la première partie par sa famille et soi-même, on se dit, c'est pas viable. Ça marche pas, en fait, comme écosystème. Donc, l'étape d'après, c'est commencer à aller chercher des enveloppes. Ce qui est génial, c'est que finalement, c'est le même travail, c'est juste que tu l'abordes différemment. Mais tu vas faire exactement la même chose, quasiment, sauf qu'au lieu de demander des cartons, tu vas demander des cartons plus 1 000 €. Et donc, au début, ça commence comme ça. Donc, tu commences à monter des petits projets, tu commences à bâtir ton écosystème comme ça. Et au début, les expéditions, elles coûtent pas beaucoup d'argent parce que forcément, tu n'as pas beaucoup de moyens, que ce soit pour réaliser des images, donc tu vas raconter des histoires. Donc là est rentré en jeu quelque chose d'assez important, c'est si je veux faire la différence, il faut que je fasse la différence sur qui je vais être, comment je vais marketer un personnage, comment je vais raconter mes histoires et surtout, qu'est-ce que je vais raconter. Et donc, arrivent les records du monde. Je vais faire des records du monde, je vais prendre énormément de risques, je vais partir à l'autre bout, je vais faire des choses que les gens n'ont jamais fait, ou alors je vais réussir à faire quelque chose en moins de temps que la personne qui détient le record. C'est quoi ton premier record du monde? C'était la traversée d'un désert pieds nus, d'ailleurs. J'ai commencé par traverser le désert pieds nus. Donc le premier, c'était un petit désert complètement improbable en Espagne qui s'appelle le désert des Bardenas, qui est tout petit, mais j'ai traversé le désert pieds nus. Ensuite, je suis parti au Maroc. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au polaire. J'ai commencé à traverser et à voir détenir la traversée du second plus grand glacier d'Europe face à un Italien qui l'avait fait en 14 ou 15
jours. T'as eu combien encore du monde comme ça? Je sais plus. Très honnêtement, j'en ai eu quelques-uns et après, ça m'a moins intéressé. Quand j'ai commencé à me faire un nom, je me suis dit, ok, On peut super. passer à autre chose. Ouais, voilà, les gens, ça y est, il y a un feu de projecteur et tout. Et donc, du coup, là, maintenant, il faut réussir à fabriquer un écosystème. Donc, aujourd'hui, pour parler franchement, l'écosystème de l'expédition, c'est un écosystème c'est très personnel. Parce que, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, très peu d'aventuriers gagnent de l'argent aujourd'hui. Ok. Donc, il y a différents markets. Je m'entraîne comme un professionnel, un sportif de haut niveau, et je suis sponsorisé par des marques. Donc, je touche de l'argent des marques, ainsi que du matériel, que je porte à certaines occasions. Je mets en avant la marque qui défend les valeurs de l'athlète que je suis. Ensuite, il y a les collaborations ponctuelles. Tu peux avoir des collaborations, j'aimerais bien que tu mettes en avant cette marque, est-ce qu'elle te correspond? Oui, tu peux avoir des collaborations sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, voilà, c'est des collaborations qui ça va, ça vient. Ensuite, tu vas avoir le financement des expéditions. Le financement des expéditions, c'est encore un petit peu plus complexe, c'est que donc là, il faut marketer combien tu as besoin et tu te dises, ok, j'ai besoin de 300 000 € pour payer les cadreurs, les voyages, le matériel, le montage, tout ce qui s'ensuit. Donc les besoins sont spécifiques à l'endroit où tu veux aller, ça coûte plus ou moins cher. Et là, tu as plein de propositions. Soit tu vas avoir des marques indépendantes et tu dis par exemple, moi, si vous me donnez 50 000 €, je vais porter vos derniers piolets et je vais les utiliser sur l'ascension de l'Everest. Et ensuite, tu collectes plusieurs marques comme ça qui sont pas en compétition entre elles. Après, tu vas avoir le mécénat. Il y a des gens qui ont besoin de faire de la défiscalisation et qui vont se dire, ah super, vous avez une association, loi 1901, on peut vous faire à 60%, machin truc, hop, on vous envoie tant. Eux, ils font passer ça en charge. C'est pas des choses qui dépensent en termes d'imposition, ça réduit l'imposition et donc tout le monde est gagnant. Et ils s'associent à ton histoire. Et ils s'associent à une image. À l'époque, c'était très considéré comme du greenwashing. Ça veut dire que on filait une brique à quelqu'un, on regardait même pas ce qu'il en foutait, on en avait rien à faire. Alors qu'aujourd'hui, les marques sont beaucoup plus regardantes. Où est-ce qu'on a investi, quel ambassadeur on a et tout ça. Après, tu vas avoir la création de contenu pour des marques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais chez Rolex et je dis à Rolex, vous payez 150 000 € avant pour faire une pub sur Rolex. Moi, je pars en article, ça va vous coûter 50 000. Je vous le shoot. Vous me donnez vos guidelines et je vous fais tout ce qu'il faut avec du pack photo, machin et tout. Et mes gars sur le terrain vont charbonner pour faire tout ça. J'ai pris 50 000 balles. Mes gars sont payés de la même manière parce que moi, ça me coûte rien. Et c'est gagnant. Donc en fait, si tu multiplies tout ça, tu peux très rapidement arriver à des sommes rondelettes. Mais là-dedans, c'est le financement de ton expédition. Donc déjà, il faut avoir moins de scrupules à commencer à se dire à partir d'un certain niveau, dans ce financement, il y a quand même 50 000 balles, c'est du salaire. Ça me revient à moi. Je prends les risques et tout ça. Donc là, c'est très, très dur. Combien je coûte, la valorisation de sa propre personne, le temps qu'on va y impliquer, tout ça. Et après, il y a tous les produits dérivés. Les produits dérivés, ça va être comment je vais marketer cette expédition. Je vais vendre du textile, je vais vendre des formations, je vais vendre des conférences, des bouquins, des podcasts et donc tout le marché secondaire. Moi, j'ai fait un choix jusqu'à présent aussi, typiquement, c'est de ne pas aller sur YouTube. Pareil, le YouTube est une économie parallèle. Bien sûr. Pourquoi t'as décidé ça? Parce que je me suis d'abord, j'ai fabriqué toute une économie autour des documentaires que je fabriquais. Donc, comment on réussit à faire financer un documentaire? Comment on l'exploite? Donc, j'ai essayé de comprendre, si je loue, par exemple, le Grand Rex 20 000 balles et que je le remplis, et que j'en fais 3 d'affilée, je vais faire 60 000 € de bénéfices, en machin truc. Donc, je commençais à réfléchir comme ça. Donc, j'ai commencé à faire des tournées sur des films, France, Canada, 6 dates, 8 dates, pour essayer d'avoir d'argent, comptabiliser les tournées, combien d'argent ça... Et ça, t'as appris par toi-même ou il y a des gens qui sont venus t'aider ou J'ai tout fait en autodidacte. Donc, t'as appris en prenant soit des murs, soit en trouvant des idées. Complètement. Et aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Et il y a encore d'autres évolutions, puisque là, actuellement, typiquement, donc maintenant, je suis devenu présentateur télé, donc je présente des émissions. Pourquoi c'est important, ça, pour toi? Ça donne une visibilité, que tu touches une population que tu touchais pas avant. C'est un sujet d'ego personnel. Alors, plus jeune, ça aurait été le cas. Aujourd'hui, moi, je suis très anti-star. J'avoue que j'en ai rien à branler de... En fait, j'ai confondu quand j'étais jeune célébrité et réussite, qui sont deux problèmes complètement distincts. Aujourd'hui, pour moi, quelqu'un peut avoir
terriblement réussi dans l'ombre, inconnu. Ça, pour moi, c'est le goal de vie. Sauf que jeune, j'ai emprunté un autre chemin que je dois un petit peu assumer aujourd'hui. La télé faisait partie d'un fantasme, mais aujourd'hui, c'est plus un terrain de jeu et une manière aussi de pouvoir mettre à disposition des choses que je vis pour les autres. Moi, le partage, en fait. Oui, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir... À l'époque de Mike, je suis désolé, j'adore Mike, il donnait pas une info, ce salaud. Il disait rien, on lisait 3 livres, on était là, waouh, c'est génial. Après, quand j'ai commencé à partir sur son terrain et tout, je me suis dit, oh, le pépère, attends. Ouais, d'accord, ok, c'est un fabricant. Pas de souci, mais dans une économie, Mike, tu vois, je l'aime beaucoup, mais le bateau à 11 millions, ça n'existe plus. Je veux dire, il n'y a pas des mecs qui font... un chèque de... ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est dans un ère d'écologie, d'impact carbone, on est regardé au microscope sur tout ce qu'on fait et tout, donc c'est vraiment... et quelqu'un, on parle de Mike, quelqu'un comme Inostak, par exemple, comment tu le considères dans ta galaxie, quelqu'un comme Inostak qui Inox, c'est vraiment un YouTuber, hein. C'est un gars qui a plié le game. Déjà, Inox Tag, quand il a commencé à vouloir faire son projet d'Everest, moi, je suis pour les mecs qui sont innovants. Je trouve que c'est quand même une forme de génie, en fait, d'avoir cette réflexion, cette maturité et tout. Je trouve ça fou, quoi. Le mec est brillant. Je connais bien Mathis, qui l'a guidé, et donc, c'est très drôle d'avoir compris l'écosystème. Et même pour lui, je me suis dit, c'est hyper intéressant. C'était pas facile. Les marques donnaient pas si facilement. Les marques de gourdes, Deezer, les machins et tout. Quand j'ai découvert l'écosystème, j'ai dit, putain, mais... Et en fait, il a posé beaucoup en fonds propres avant de se récupérer. Et pour moi, ça a juste démocratisé en fait l'appel de la nature, mais qui a toujours été présent. Et je trouve que c'est bien d'avoir une mise en lumière d'un mec comme ça. Là, on parle on n'a pas le temps, malheureusement, parce que j'aurais besoin de 2 heures de ton temps en plus pour raconter toutes les aventures que tu as pu organiser. Entre là, tu parlais des records, mais on va en parler quelques-uns. La mission Arctique, la mission Résilience, que j'adore, avec Martin Petit, qui est ce tétraplégique, ancien sportif, qui, malheureusement, s'est blessé qui a fait ça. Je t'ai, évidemment, j'ai l'œil du Québec, que j'adore, et parce que j'adore en plus cette partie du monde. Icarus Project, qui est un projet qui est aussi pour toi, qui est totalement fou. La traversée, comment on dit encore comment on appelle le Vatnajökull. Là, tu le dis bien mieux que moi. Où tu as battu un record du monde. Là, on est en Islande. Tu as dû gérer le fait qu'il y ait des gens qui ne pensaient pas que tu allais le faire. J'en ai des tonnes. Pour toi, justement, qui a fait la jungle, le désert plusieurs fois, c'est quoi l'endroit, pas le plus dangereux, mais celui où on révèle le mieux, en fait, la personne, l'homme? Il y a quand même 2 endroits qui, pour moi, sont assez rapides. Le premier, ça reste pour moi... Alors, d'habitude, j'aurais préféré parler du froid, mais pour révéler une personne, je pense que ça va beaucoup plus vite avec la jungle. Tout de suite. Ah, mais la jungle, c'est abominable. Là, j'en reviens encore. Là, c'est les moustiques. Désolé, mais on a les couilles trempées 95% du temps avec un taux d'humidité quasiment à 100%. C'est agressif. Il fait chaud. Il y a des piqûres, des morsures. Tout est agressif dans la jungle. Et ça travaille ton usure psychologique très, 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 très vite. Ça te révèle... Ah ben là, la plupart des gens, tout le monde pète un plomb. Hein. Donc voilà, et après je pense que le froid apporte une dimension de rigueur qu'on n'a pas ailleurs. Ça veut dire que tout doit être millimétré, calculé, temporisé, et ça j'adore. La mort, elle est la mort, partout, elle est partout, clairement. On continue les pauses amicales, tu vas en voir, il y en a un certain nombre. Cette fois-ci, on écoute la pause amicale de quelqu'un qui a été avec toi dans une de ces aventures. On écoute Mathieu Blanchard. Salut mon loulou, j'ai une petite question pour toi. Après toutes ces années d'aventure et d'expédition, pour survivre, c'est plus important la force physique ou l'autodérision? Merci Mathieu. Ah, génial Mathieu. En fait, c'est un grand sujet qu'on a eu entre nous, donc c'est un très beau clin d'œil qui me fait et tout, mais c'est vrai que sur Wapapunan, Mathieu, c'est un sportif qui est un compétiteur, et on se tirait un peu la bourre et tout. Trail, lui, il fait du trail. Bon, c'est un gars imbattable en ultra-distance. Hein, il fait partie du top 5 monde, top 3 monde. Ouais. Voilà, quoi. Même moi, je m'y frotte pas. Mais c'est vrai que quand on est sur des aventures nordiques et tout, j'ai un peu, peut-être la main sur certains endroits parce que je suis plus dans mon univers. Il a sa perte de repères et c'est plus compliqué. Et il y a un moment donné, il était en balise totale parce que, on le voit dans ce documentaire, il y a des loups et la glace qui craque et il est apeuré complet et tout. Et à un moment donné, on est sur la glace et je sais plus ce qui se passe et je lui dis, mais mec, il faut vraiment que tu comprennes que c'est nous
qui avons fait le choix de venir ici. Donc à un moment donné, on peut s'en prendre qu'à nous. Et là, Autodérision. et là, il faut avoir de l'autodérision. Et dans la tente, on se levait le matin et la neige était dans la tente et je faisais des vannes, petit papa Noël. Et ça l'a fait beaucoup rire. Et il s'est dit, waouh, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut non pas lutter, mais accepter sa situation. Et même si on arrive à pousser un petit peu plus loin, il faut avoir de l'autodérision. Et je crois que ma réponse, c'est l'autodérision plus que la force physique. Un point important sur la peur. C'est un sujet, tu nous parlais quand tu avais 25 ans et quand tu n'avais pas encore d'enfant et que tu n'avais absolument pas de peur quand tu marchais pieds nus aux États-Unis. Est-ce que la peur est apparue, soit avec tes enfants, en disant juste si je ne suis pas là pour eux, c'est compliqué, ou elle t'apparaît toujours pas? Ça t'arrive de temps en temps d'avoir peur? Ouais, ça m'arrive assez souvent d'avoir peur. Après, ce qui est chiant, c'est que... Bon, déjà, quand j'ai peur, c'est vraiment, c'est des grosses situations. Là, récemment, avec Baroudeur, on se retrouve donc sur le premier épisode. On est au Honduras. On est en train d'être sur la route des narcos, avec des narcos, des mecs. Il y a des bastos dans les camions sur le bord de la route. Il y a de la cam partout. On vient nous chercher de nuit. Je me dis, putain, c'est fou quand même. J'ai pas trop peur. Et je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre. Et en fait, malheureusement, le bagage d'enfance que je me suis fabriqué fait que il y a une distance par rapport à la peur. Donc, elle existe. Et pour moi, encore une fois, je me répète, le plus grand danger, c'est l'humain. Et parce qu'il est imprévisible et incontrôlable. Et ça me fait peur. Là, j'ai peur de l'humain. Mais dès qu'on est dans la nature et qu'on est avec les éléments, très facilement, je vais commencer à trouver mon aise et me sentir bien. Mais c'est vrai que l'humain, et c'est tout le sujet de Baroudeur, c'est aller à la rencontre d'un métier extraordinaire dans une des zones les plus reculées du monde. On en a fait 3 épisodes, c'est 3 fois 30 jours chaque épisode. Donc t'imagines, Honduras 30 jours, Madagascar 30 jours, et ensuite on est parti en Alaska 30 jours à la rencontre des humains. Et là, du coup, j'ai peur. J'ai peur et je rencontre que des humains pas cool, des humains très cool, des humains, mais vraiment, je me suis posé la question pourquoi ça existait des humains comme cela. Et c'est toute la complexité. Donc, l'humain, moi, c'est ce qui me fait peur. En parlant de peur, la peur va souvent proche de la mort. C'est pour ça que les gens ont peur souvent en pensant, quand tu dis tu peux prendre une bastos à Honduras. Toi, la mort, très souvent, tu n'y as jamais pensé, tu n'y as pas pensé. Elle t'a jamais vraiment fait peur. Elle te fait peur? Elle t'a fait peur quand tu avais 25 ans? C'est très, tu vois, il y a une toute petite nuance. Moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur de mourir. C'est pas tout à fait pareil. Donc moi, une fin certaine, ça m'angoisse. Par contre, aller me foutre sur une route avec des narcos où je sais qu'il y a la mort qui rôde partout, ça me fait pas peur. Par contre, de savoir que ça va s'arrêter, ça m'angoisse terriblement. Et toi, tu crois pas? Tu crois à la vie après la vie, ou tu as une spiritualité ou... Je suis partagé, je suis athée, je crois en l'amour. Et j'ai un dicton que je me suis inventé qui dit l'amour l'emportera toujours. Je crois fort en ça. Quand on se bat pour des sujets, on peut réussir à tout avoir dans la vie. Mais c'est vrai que là, je me suis vachement plus posé la question de cette spiritualité avec mon père et tout. Mais pour l'instant, je suis encore... Tu penses pas qu'il y a quelque chose après la vie, quoi. Dans un sens, j'ai commencé à l'espérer parce que j'ai 40 ans. mais de toute façon, il faut mieux laisser. C'est ça. Je chemine. C'est quand même pas mal si ça Je chemine. On va passer par une pause vérité. La pause vérité, c'est des clichés, en tout cas des gens comme moi, et pour beaucoup de gens qui peuvent imaginer ça, qui sont loin d'être un explorateur comme toi. Et je te pose et tu me dis si c'est vrai ou faux. La première chose à faire en survie, c'est chercher de la nourriture. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est quoi alors? La première chose à faire, c'est chercher de l'eau. De l'eau. L'eau, c'est le plus important. Un humain est capable de survivre 3 semaines sans se nourrir, 3 jours sans boire. Donc la priorité, c'est quand même l'eau. Le froid est plus dangereux que la faim, donc? Le froid est plus dangereux que la faim. Et manger la neige quand on a soif, bonne ou mauvaise idée? Alors, mauvaise idée sur le long terme, mais là, instinctivement, ça peut t'apporter une sensation d'hydratation. Boire son urine? Boire son urine, ça peut vraiment, en extrême urgence, te sauver la vie, mais il faut pas oublier que en fait, le corps rejette des toxines et que en fait, c'est un circuit fermé. Tu vas finir par t'intoxiquer. En cas d'attaque d'ours, il faut faire le mort? Non.
Faux. Pourquoi il faut courir? Il faut quoi? En cas d'attaque d'ours, en fait, il faut montrer l'illusion que tu es plus gros que lui, parce qu'un ours, déjà, ça, il voit très mal de loin. Donc, sur un malentendu, tu peux le faire déguerpir, mais il va avoir toujours tendance à se rapprocher. On survit, la majorité des accidents arrivent à cause de la fatigue. Ça, c'est possible, oui. On dit 3 secondes d'inattention, et c'est la mort. Et c'est possible. Est-ce que l'océan pour toi est plus dangereux que la montagne? Ça, c'est une grande question. Après avoir été en montagne, là, je suis allé à 7000 mètres il n'y a pas longtemps au Pakistan. J'ai décollé en parapente et je me suis dit... Alors, en fait, c'est très propre à chacun. C'est que j'ai moins l'habitude de la montagne, très honnêtement. Je suis un piètre alpiniste. Et donc, pour moi, la montagne est beaucoup plus dangereuse. Mais j'ai découvert quand même que la montagne était un des sports les plus meurtriers des sports extrêmes. Hein. On continue les pauses, mais cette fois une autre pause amicale. On écoute, encore une fois, je te dis, il y a plein de gens qui ont envie de te poser des questions. On écoute Charles Comiti. Mon cher Laurie, tu as toujours été un loup solitaire. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de travailler main dans la main avec un autre loup alpha? Alors, explique-nous un peu, donc, qui est Charles? Charles Comiti, c'est la personne qui a pensé le projet Baroudeur, qui l'a écrit en grande partie et avec lequel j'ai dû cohabiter sur ces 3 épisodes pendant 30 jours et cofabriquer ces épisodes. C'est quelqu'un qui a un génie immense, mais qui est très meurtri parce que c'est un ancien reporter de guerre qui a survécu à des choses douloureuses, professionnellement et personnellement, et de fait c'est une personne qui est encore très fortement dans l'autodestruction, une personne que moi par laquelle je suis passé, mais c'est quelqu'un de très brillant que j'apprécie énormément et on s'est de suite compris, et c'est vrai que ça n'a pas été facile avec Charles parce que sur le premier épisode de Honduras, Charles c'est un mec qui a peur de rien, on se fait braquer, il provoque les narcos, quoi tu vas me tirer dessus, ben vas-y tire-moi dessus, tu vas tuer un gringo, t'es pas capable, la police va débarquer, c'est un mec complètement fou, et donc en gros il a fallu cohabiter ensemble. Heureusement, dès le premier jour, j'ai mis les points sur les i sur la personne que c'était. On s'est réglé très très fort. Et aujourd'hui, on cohabite très bien ensemble. Mais c'est vrai que ça pète assez régulièrement sur les tournages. 2 alphas, comme il disait. Dans les projets importants pour toi, très importants, on parle de ce projet d'un monde à l'autre, oui. Qui est un élément aussi, une rencontre. Ouais. Tu crois au destin, toi, d'ailleurs? Non, je crois pas au destin parce que, mais par contre, je fais attention aux signes. D'accord. Et donc là, il y a un signe, peut-être, une rencontre que tu as avec cet acteur, Jérémy Régnier. Tu nous en parles un petit peu, comment ça se passe? À quel moment? Donc c'est un documentaire, d'un monde à l'autre. L'idée, c'est que Jérémy reçoit mon livre, le premier livre, dans lequel j'écris une lettre à mon père. Dans ce livre, il y a une lettre où je parle ouvertement à mon père, je le pardonne de plein de choses et tout ça. Et donc, Jérém tombe dessus, il m'envoie un message. Lui, il venait de perdre son meilleur ami. Gaspard Ulliel. Voilà, moi que je ne cite pas, mais oui. Pourquoi une raison, pourquoi tu le cites pas? Non, parce que je crois que mon histoire, j'ai pas du tout envie de m'accaparer cette histoire-là. Mais moi, je cite pas. Et donc, il perd son meilleur ami. Et en gros, il lit cette lettre et il est troublé, touché, et finalement il m'écrit un long mail et on essaye de se rencontrer, on n'arrive pas à se rencontrer, c'est compliqué et tout ça, et puis à un moment donné je force le destin, voilà justement cette histoire de destin, et je lui dis dis-moi où tu es maintenant, j'arrive, et là je débarque à Paris, on se rencontre, et j'avais pas osé lui répondre parce que c'était un moment qui était très délicat pour moi, à la fois parce que c'était déjà une star, à la fois parce qu'il me parlait de quelque chose de très personnel et parce que j'avais pas l'impression que je pouvais l'aider. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lui apporter? La seule chose que je peux lui apporter, j'étais déjà dans ma mission, c'est de lui proposer de venir avec moi en Arctique. Et donc je lui ai proposé de venir avec moi en Arctique sans savoir qu'il en ferait un film, sans savoir que j'en ferais un livre, sans rien savoir. Et aujourd'hui, nous sommes quasiment à une petite semaine de la sortie de son film D'un monde à l'autre, qui traite évidemment de nos deuils respectifs, mais pas que, qui traite de l'amitié, de la confiance, de la trahison, du grand blanc, du fantasme qu'on peut en avoir, et il en a fait un très 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 beau film qui sort au cinéma le 10 juin. Dis-moi, est-ce que quand tu as proposé ça, il décide, il te dit je vais réfléchir? Non, il s'est levé, il m'a dit je pars, et il m'a topé dans la main. Et j'ai jamais cru. Jusqu'à qu'il vienne en Arctique, j'ai jamais cru qu'il viendrait, et puis en fait c'est tout un enchaînement de situations, toutes plus loufoques les unes que les autres.
Combien de temps? Ça a duré pour moi 77 jours, mais on a passé 3 mois au total au pôle Nord. Quel est le moment, quel moment qui t'a fait comprendre à quel point c'était une personne bien? C'est une très bonne question. Le moment qui m'a fait penser ça, c'est quand il a eu l'opportunité de tourner les talons, de partir et d'abandonner. Il est revenu et il m'a dit j'ai vu quelque chose en toi et je suis persuadé que je ne me suis pas trompé. On va continuer les pauses avec une autre pause amicale. On va écouter justement une question de Jérémy pour toi. Salut Laurie. C'est une question que je ne t'ai jamais posée d'ailleurs dans la vraie vie. Pourtant, ça fait un moment qu'on s'accompagne. Voilà, je voulais savoir à quel moment exactement tu t'es dit je vais lui proposer de partir en Arctique avec moi. À quel moment exactement dans ta tête cette proposition s'est enclenchée? C'est très drôle parce que je lui ai répondu aujourd'hui à cette question. J'étais avec lui il y a 1h30 et pour la première fois, je ne sais pas comment on est arrivé à cette conversation, mais je lui ai dit quand c'est que ça m'était arrivé et ça m'était arrivé le moment où il m'a écrit son mail. J'ai compris que j'étais dans une incapacité totale de pouvoir l'aider autrement que de pouvoir l'amener. J'avais pas de temps, j'avais pas envie de l'écouter. La seule chose que je pouvais lui offrir, c'est cette étendue de blanc, cette introspection. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui proposer de m'accompagner. Et tu crois pas que justement c'est une des raisons pour lesquelles tu es ici? T'es ici sur cette terre, en fait, quand tu parlais de transmission, quand tu parlais de partage, de montrer des choses que tu sais faire. Certainement. Après, on trouve midi à sa porte, mais moi, je suis là pour... Tu sais pourquoi tu es là? Je sais pourquoi je suis là. Non, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai toujours eu l'intime conviction que j'étais une personne tampon et justement qui pouvait... réussir à faire unir des univers différents. Tu dis une chose qui est très belle, tu dis « J'ai voulu transformer toutes les expériences douloureuses, douteuses de ma vie en quelque chose de beau. Tu penses justement que tu tends à y arriver? Tu penses que quand tu regardes... Je travaille dessus en tout cas. Et c'est dur. Hein. Je me donne du mal. À 40 piges, cette fierté que tu avais un peu à 28 ans, quand tu disais j'ai quelques centaines de milliers d'euros, mais tu n'avais pas vraiment cette fierté-là. La preuve, c'est que c'était pas ça que tu as envie, tu avais une autre prison. Aujourd'hui, quand tu regardes les 40 premières années, quand tu vois la difficulté que tu as pu connaître, tu regardes ça comment? Tu dis juste, putain, j'ai quand même, quand tu parles de baroudé, j'ai quand même baroudeur. Tu l'as fait quand même. Ouais, j'essaie de pas trop faire de rétrospective et j'essaye de pas me satisfaire de ce que j'ai fait non plus. Je suis un éternel charbonneur, moi. Insatisfait aussi ou que charbonneur? Non, je suis satisfait de plein de choses et tout, mais je suis pas celui qui va s'arrêter sur une victoire en disant c'est bon. Moi, je trouve que ce qui est beau dans cette opportunité de vie, c'est de pouvoir aller dans tous les endroits. Là, aujourd'hui... ce serait quoi le truc que tu adorerais faire là? Du cinoche. Du cinoche? J'adorerais être acteur. Ah! Ouais. Donc là, on n'est plus sur des documentaires, tu m'amènes plus à l'autre bout du monde pour me faire rêver. Si, je continuerai, mais j'adore ça. Mais tu aimerais bien aussi... J'aimerais bien aussi faire de l'acting. Voilà, jouer dans des films, j'ai pas de prétention, hein, mais porter un gun de temps en temps, faire un Olivier truc Marchal, Olivier Marchal, s'il nous écoute. Olivier Marchal ou un autre, avec grand plaisir. C'est qui justement ton réalisateur préféré aujourd'hui? Mon réalisateur préféré, alors ça c'est une question très lourde. Je peux te donner mon acteur préféré qui est Denzel Washington. Man on Fire, mon film de tous les temps que j'ai dû voir environ 10 milliards de fois. Mais mon réal... Gymnase, Marshall justement, ouais, non, alors en là-dessus France... ou t'es plutôt dans l'action? Toi, tu te verrais plutôt dans l'action? Non, pas spécialement. Je trouve qu'il y a des très beaux réalisateurs et tout, mais aujourd'hui... alors, le cinéma français, c'est quand même on aime du cinéma d'action ou on aime quand même du cinéma d'auteur. C'est un peu particulier. Donc moi, j'ai pas de favori, mais j'adore tout regarder et me faire un avis sur tout. Et le cinéma français, c'est d'ailleurs, je le dis, moi je suis très cinéphile, c'est pour ça que je connaissais Jérémy quand on s'est rencontrés. J'adore le cinoche, je me colle des séances quand je peux et tout. Et donc c'est quelque chose qui m'attire parce que on peut être
n'importe qui pendant un temps, et puis être n'importe qui d'autre pendant un autre, et puis travailler sur ça, et puis apprendre ci. Et quand je vois Keanu Reeves qui se met des tunnels pour ses John Wick, je trouve ça fabuleux. Apprendre les arts martiaux, perdre du poids, faire de la muscu, Christian Bale, tu vois, j'adore ces gens. Et toi, t'as pas besoin de faire beaucoup de muscu parce que t'es quand même costaud. Si aujourd'hui tu passais pour ce petit gamin qui avait 12, 10 ans, 15 ans, tu dirais quoi, toi? Le petit franchement, la vérité, ouais. Je change rien. Je change rien, j'ai aucun regret. Si tu aimes faire une pause, tu l'as fait où, toi? C'est quoi l'endroit sur Terre où tu dis? C'est chez moi, tranquillement, avec mes enfants. Arkang, tranquille. N'y allez pas trop tous, parce que c'est quand même un endroit merveilleux. Ne venez pas à la maison. Il pleut, beaucoup trop de pluie chez nous, ne venez pas. Non, mais moi j'aime les choses simples de la vie. Moi, tu sais, j'aime sortir le matin à 7h, écouter les oiseaux. J'aime aller à la plage avec mes enfants après l'école. Je suis d'une simplicité hors pair, j'ai besoin de rien dans la vie. Et c'est là où je me ressource auprès des miens. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien voyager un petit peu pour aussi déconnecter une autre forme de réalité. Maintenant que tu as passé ce moment avec moi, qui tu aimerais avoir ici? Quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas et tu dis, j'aimerais bien qu'il ait cette expérience aussi de pause. Tu aimerais écouter qui? Qui c'est que j'aimerais écouter? Je sais qui c'est que j'aimerais écouter. J'aimerais écouter Chloé Tedaldi. Une raison? Chloé Tedaldi, c'est ma chef d'expédition. C'est elle qui m'a sauvé la vie quand j'étais en Arctique. C'est une personne qui est très brillante, très introvertie, qui s'exprime extrêmement bien et qui a beaucoup de choses à raconter et qui mérite d'être entendue sur plein de points. Donc, c'est typiquement le type de personne que j'aimerais mettre en lumière. Chloé. Voilà. Laurie, merci pour ce moment. Merci à pour toi. ce que tu fais. Merci pour le sourire que tu as. Avec plaisir. Et on est sûr de te voir de plus en plus de films. J'espère. C'est génial. Ton anglais, il commence. Ça y est, on bosse dessus. C'est bon, parce que là, moi, je veux te voir avec Denzel Washington dans quelques temps. Là. Il y en a qui ont réussi. Pourquoi pas toi? Je sais. Il n'y a pas grand-chose qui te fait peur, toi? Non. Quelque chose que tu as envie de rajouter? Non, je te remercie infiniment pour ton temps, précieux aussi, j'en suis certain. Merci beaucoup pour les questions, elles étaient vachement bien, c'était très intéressant et effectivement, c'était plein de bienveillance, donc je te remercie encore une fois. Merci Laurie. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.